Sophie et Anne. Alors, Sophie, moi je te présente toujours comme l'ancienne patronne de l'innovation de Procter Europe. Voilà, chez Procter, vous avez des titres un peu à rallonge, c'est une façon de simplifier. Mais quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans en Israël, donc un pays qui est très connu pour son dynamisme et sa capacité à innover, parti chez Procter. Et depuis début d'année, tu as rejoint une aventure qui s'appelle Icor, que les gens ne connaissent pas encore très bien, mais Icor, c'est, pour le dire vite, une sorte d'incubateur fonds d'investissement fondé par Maurice Lévy de Publicis, ex-Publicis, et donc qui veut voilà, investir dans des startups. Et donc quelqu'un qui a en même temps le background de grande entreprise et maintenant entrepreneuriat. Et puis Anne, qui s'occupe t'es la patronne du digital, du groupe L'Occitane. L'Occitane, vous connaissez a priori tous, vu le nombre de magasins qui maillent le territoire. Tout le monde connaît la marque. Et donc Anne s'occupe de cette transformation, d'amener cette marque vers les nouveaux territoires digitaux. Puis tu vas nous dire un petit peu où t'en es. Première question pour toi, Sophie. Raconte-nous un peu chez Procter, quel est le changement que tu as apporté et voilà, comment tu t'y es pris pour faire que ce mammouth, je ne sais pas comment on peut dire, mais une très grande organisation, qui sont typiquement les organisations qu'on imagine avoir du mal à innover. Comment est-ce que tu t'y es pris pour amener, jeter quelques... Vaste sujet, passionnant. Bah, écoute, je pense qu'il y a deux choses qui me viennent à l'esprit importantes. La première, c'est d'avoir une vision audacieuse et séduisante. Et je crois que ça, c'est mon grand enseignement. C'est très concrètement pour une société du consumer good. Donc oui, j'y suis plus, mais j'ai quand même fait quasiment 30 ans. Donc ça restera toujours une partie joyeuse et très intéressante de moi. Donc dans une société du consumer good, ce que la tech a apporté, c'est la possibilité d'avoir cette vision audacieuse qui est la compréhension qualitative et personnelle d'attentes et de besoins consommateurs à l'échelle massive de plusieurs milliards de consommateurs. Si on prend l'exemple de Procter, c'était 5 milliards par jour de consommateurs, donc c'est une échelle massive. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la question, c'est comment expérimenter, comment vivre cette transformation, comment la toucher du doigt quand je fais partie d'une entreprise qui a plus de 100 000 personnes. C'est pas très facile, parce que d'accord, on a une vision audacieuse, intrigante, sympa. C'est quoi la vision, Sophie ? La vision, c'était d'être capable de comprendre et de parler à 5 milliards de consommateurs comme s'ils n'étaient qu'un. Donc c'est Laurent, c'était Sophie. Donc c'est la personnalisation de mass customization, et c'était aussi la mesure un peu de ce qui se passait réellement au niveau des consommateurs. Absolument. Collection de données, par exemple. Absolument, on l'a appelé one-to-one at scale. Donc voilà, ça c'est un peu la tension qui normalement, si on est one-to-one et en qualitatif, on ne va pas parler à plusieurs milliards, c'est ça la tension. Donc, et ça, c'était en quelle année que tu as commencé avec cette vision-là ? Ça, c'était au début d'Israël, on a commencé à être ma boule là-dessus avec Marc vers 2005. Donc c'était quand même bien avant que ça devienne un sujet chez tout le monde, c'est assez précurseur, 2005. Tout à fait, c'était très, très en amont. Donc il y a cette vision, et puis tu dis, il y a le côté at scale. Et puis, donc at scale, et puis après, il y a comment on le fait vivre aux gens qui travaillent dans l'entreprise. Moi, mon parti pris, mais c'est un parti pris d'expérience personnelle, parce que Laurent vous a donné une petite indication sur ce que j'ai fait, c'est de mettre l'entreprise au contact permanent de start-up. Moi, je suis vraiment tombée in love avec les startups. J'ai eu la chance et le privilège de vivre 10 ans dans cet écosystème qu'on appelle la Startup Nation en Israël. Et en fait, ce qu'amène la startup, je parlais d'une vision audacieuse et ambitieuse, mais la startup, elle a une vision audacieuse et ambitieuse. Souvent, elle veut changer le monde avec sa tech, donc il y a une espèce de discours commun. Et après, le fait de côtoyer des gens qui veulent changer le monde mais qui n'ont pas de contraintes, contrairement à une entreprise qui a pas contraintes, mais disons un cadre, voilà, un cadre opérationnel, ça permet de toucher du doigt ce qui est possible. Et plus on va pouvoir toucher du doigt ce qui est possible, et plus on va y prendre goût, parce qu'il n'y a jamais de way back. Toi, tu as beaucoup créé ces liens entre la grande structure et les startups. On va en parler. Anne, toi, tu t'occupes de la transformation digitale de l'Occitane. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
cette transformation digitale? Oui, alors moi, effectivement, donc, je travaille là-dessus. Donc, c'est un sujet assez vaste parce que le digital, aujourd'hui, se retrouve partout, dans toutes sortes d'équipes. Mais qu'est-ce que ça veut dire le digital finalement? En fait, ça, c'est une bonne question aussi. $1 billion question. Oui, non, mais du coup, en fait, on a un peu essayé d'expliquer ce qu'était vraiment, justement, le digital. Et on s'est dit, il y a vraiment deux aspects sur lesquels il faut qu'on travaille pour réussir à se transformer. C'est un aspect de relation avec le consommateur et de se dire comment les outils digitaux nous permettent d'avoir une relation beaucoup plus proche à n'importe quel moment, n'importe quel endroit et n'importe quel channel. Nous, effectivement, tu le disais avant, on a beaucoup de boutiques, on a aussi un site en ligne. Donc, comment le digital va nous aider dans cette relation? Et la personnalisation de la relation. Pour exactement, exactement, ça la magie. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est comment mettre du lien avec le consommateur. On parle beaucoup de technologie en digital, mais en fait, il y a vraiment une dimension humaine hyper forte. Et en fait, la techno, elle va servir à rien si à un moment donné, on n'a pas un langage engageant avec le consommateur, on n'a pas vraiment quelque chose à lui dire. Donc la techno, limite, c'est secondaire. C'est un moyen. Voilà, exactement. C'est un moyen. Ouais, ça sera un des grands messages de ce soir. Un grand sujet qu'on a pas, mais moi. C'est que les deux, quand on a préparé, vous m'avez dit finalement la transformation digitale n'a rien à voir avec la technologie. C'est secondaire, ce qui est important, c'est l'humain. Mais donc tu dis en fait, donc ça permet de toucher, la transformation digitale, c'est le client qu'on peut toucher 24/7. Exactement. Ça, à travers des nouveaux canaux qui n'existaient pas avant dans le mix. Donc on pense à Instagram, à Facebook, etc., de façon personnalisée. Oui, tout à fait. Et puis tu as dit un deuxième aspect. Il y a un deuxième élément, en fait, c'est au niveau, c'est beaucoup plus au cœur de l'employé et de ce qu'est c'est pour un employé. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des changements de partout. On n'est pas du tout capable de prédire ce qui va se passer. Et on doit être en fait capable aujourd'hui de pouvoir gérer les changements de manière hyper rapide et ça demande une adaptation permanente. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir développer des skills, des compétences. Des compétences, merci. On avait dit qu'on ne faisait pas de franglais, mais c'est mal parti. Donc du coup, de pouvoir développer des compétences là-dessus, d'avoir des connaissances, mais aussi des façons de travailler et un état d'esprit d'adaptation permanente. Et ça, je pense que c'est la partie la plus difficile. Et c'est vraiment le sujet quand on parle digital, on pense tout de suite à l'extérieur, mais il y a tout un sujet intérieur, que ce soit au niveau des outils, de la culture aussi. On va en parler parce que la culture, c'est les gens et la culture, je crois que c'est un peu la conclusion à laquelle on va arriver. Alors, Sophie, je vais revenir à toi. Toi, tu m'as dit il y a 3 éléments principaux. Je redis un peu l'idée de la soirée, c'était repenser son organisation pour le 21e siècle. Donc se dire, voilà, les choses ont changé, il y a une nouvelle génération, il y a des nouveaux outils, il y a ces nouveaux besoins, etc. Et toi, Sophie, tu m'as dit 3 choses. Ce qui est important, c'est de travailler sur les compétences, on vient d'en parler, le leadership et puis l'ambidextrie. Alors, est-ce qu'on peut descendre là-dessus? Les compétences, tu m'as dit, en fait, il faut savoir mélanger l'art et la science. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, c'est tout le sujet, c'est que ce n'est ni aujourd'hui la difficulté ou l'opportunité magnifique, c'est que justement pour tirer parti au mieux d'un point de vue personnel en tant qu'employé humain ou d'un point de vue business, c'est vrai qu'il faut avoir cette capacité à comprendre le raisonnement mathématique, la formulation d'hypothèses, la validation ou non d'hypothèses qu'on aurait posées, non pas pour être mathématicien ou PhD, pas du tout, mais parce que justement la technologie offre la possibilité d'être beaucoup plus précis. Et quand on est beaucoup plus précis, il faut quand même aller savoir ce qu'on cherche. D'où le point qu'effectivement, si on ne sait pas ce qu'on cherche, donc s'il n'y a pas d'humain ou de cerveau derrière la définition de ce qu'on va aller chercher, de toute façon, il n'y aura rien en output, parce que les machines sont très intelligentes jusqu'à un certain moment. Elles amplifient l'intelligence humaine, pas ça, c'est un point important. Puis, alors, les gens pouvaient poser des questions au moment où ils s'inscrivaient. Puis il y a John Stelly qui est assis là-bas, qui a posé une question, qui a dit « Comment intégrer les décisions basées sur l'instinct, source fréquente d'innovation, dans un monde où tout est mesuré, testé, analysé ?» Je crois que c'est le moment de jeter cette question. Ah, j'adore. C'est-à-dire, est-ce que donc, ce que tu dis, c'est que finalement, on a les machines qui vont collecter de la data, mais il reste l'humain comme preneur de décision. Mais alors, est-ce qu'on a encore de la place dans cette transformation digitale pour l'instinct, pour les choses qui ne sont pas backées par alors, la oui. Complètement. Et s'il y avait à choisir, il ne faut pas se tromper non plus. Oui, la machine peut aider à soit amplifier l'idée de départ,
la tester sous une forme ou une autre, ou l'améliorer. Et c'est là où je disais la science et l'art, la science on en a parlé un peu, l'art pour moi c'est l'empathie avec l'humain, c'est l'empathie avec quels sont les besoins, les attentes, la situation, et c'est seulement en mélangeant ces deux choses-là. Alors après, chacun a sa façon de faire. Il y en a, comme on dit, que c'est plutôt instinct, gut, c'est sur l'expérience et c'est très riche. D'autres, c'est différent. Mais c'est seulement en mélangeant ces deux choses-là qu'on peut avoir de très grandes idées. L'un ou l'autre tout seul ne peut pas avoir l'exponentialité ou la dimension nécessaire. Comment c'est géré ça, Anne, chez toi? Le data, intuition, c'est deux choses contradictoires ou... Non, pas du tout. Et en fait, je rejoins Sophie. Nous, par exemple, on a mis pas mal d'outils de tests, en fait. Et en fait, des tests, on peut en faire pléthore. Mais l'important, c'est à un moment donné de se dire, j'ai une intuition forte là-dessus. Je peux tester à petite échelle, voir ce qui se passe, voir si ça marche ou pas, avoir des chiffres. Et après, faire monter le truc. En puissance. Voilà, exactement. Et, donc en fait, pour initier le test, pour voir ce qu'on va tester, on a besoin de l'intuition. Ensuite, on met ça dans les mains un peu de la data, mais on a besoin de cette impulsion humaine finalement à l'entrée et à la sortie. Et la data, pour moi, ça booste l'entrepreneuriat quelque part, parce que ça permet de tester des choses à petite échelle. Et du coup de tester beaucoup plus que ce qu'on pourrait tester autrement. Du coup, c'est dur pour un top manager de dire non, ça ne marchera pas, alors qu'on peut arriver avec la data puis lui dire... D'abord, parce que c'est un mauvais top manager. Hein, donc le mec qui parle et qui te dit ça ne marchera pas, il dit oui, moi de mon temps, c'est déjà, faut changer de manager. Donc ça, c'est numéro 1. Non mais... C'est vraiment. Je ne sais pas si c'est une option que beaucoup de gens. Non, on va changer. C'est nier la société dans laquelle on vit. Donc c'est terrible. Tu vois, moi, il y a une des startups, on en a parlé, que j'adore. Pourquoi j'adore? C'est une on fait soi-même des questionnaires en ligne, de façon très moderne, très simple, mais ça permet vraiment d'aller chercher une information et une réponse avec des milliers de personnes en moins de 48 heures. Ouais. Donc Segmenta, par exemple, c'est une petite start-up israélienne qui maintenant est devenue assez grosse. Pourquoi c'est magique? Parce que finalement, tout le monde, quel que soit son niveau hiérarchique, sans contrainte budgétaire, parce qu'on parle de quelques centaines, on va dire, de francs, et avec une quantité tout à fait remarquable de réponses, peut avoir accès à de l'intelligence, des datas qui reviennent, et voilà. Et donc chacun chaque idée un petit peu a le droit de vivre un peu. Et peut-être que l'idée en tant que telle au départ n'était pas, l'idée qui va être à l'arrivée. Mais elle aura fait son petit bout de chemin, et c'est ce mélange d'intuition, d'empathie, c'est ça la créativité, et de moyens digitaux qui permettent d'arriver à des choses. Anne, c'est ce qu'on appelle le A/B testing dans le langage du web, c'est-à-dire que les gens ne le savent pas, mais ils reçoivent différentes versions d'une page et on regarde laquelle marche mieux. Est-ce que tu peux nous donner un exemple très concret, par exemple, pour rendre ça un peu plus tangible pour les gens qui ne connaisseraient pas, de tests que tu as fait avec l'Occitane? Il y en a vu plein. Genre l'ordre des choses dans un check-out, la couleur des boutons. Alors il y a eu sur des fiches produits, effectivement, l'ordre des choses, des couleurs de boutons, des tailles de boutons, des call to action aussi, de cliquer ici, appuyer là, etc. On a pu aussi, je me souviens, un petit exemple, on se posait la question de rajouter ou pas un moyen de paiement qui était assez coûteux. En termes de commission, et en fait, on a pu voir en faisant un A/B test que oui, ça rapportait. Ça rapportait plus que ça ne coûtait. Non, pour le coup, on s'est dit, mais en fait, on va l'arrêter parce que même si ça rapporte du monde, ça nous coûte tellement plus cher qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Et donc, combien de fois une intuition, on se dit, tiens, ça c'est une bonne idée, combien de fois elle était validée, combien de fois elle était infirmée au contraire? Je dirais. Quelque chose comme 60-40. Après, 60 validés, 40 refusés. Ouais. Mais donc c'est quand même. Oui, mais en fait, se trompe souvent, quoi. Oui, et en fait, je pense qu'il faut aussi tester des idées sur lesquelles on va se tromper, parce qu'enfoncer des portes ouvertes, ça sert un peu à rien. Et il y en a aussi qui font ça un peu pour se rassurer dans des petites choses, mais il vaut mieux aller tester des choses un peu plus courageuses. Un point sur lequel je voudrais qu'on revienne un petit peu, dont les deux, vous m'en avez parlé, c'est la compétence, c'est les RH. Et donc, Sophie, ce que tu disais aussi, c'est que il fallait complètement réinventer la façon dont on recrute. Et alors d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui bossent dans l'industrie du recrutement ce soir, qui sont venus, qui sont intéressés par cette thématique. Mais est-ce que vous pouvez les deux me parler de ça du côté construction d'équipe?
Toi, tu m'as dit qu'il fallait créer de la diversité, faire attention à recruter des nouvelles compétences. Sophie, toi, tu m'avais aussi beaucoup parlé de Anne, tu m'avais beaucoup parlé de la difficulté de retenir ces talents et que c'était des gens qui avaient des besoins un peu différents. Tout à fait. Oui, moi, effectivement, j'ai eu plusieurs équipes digitales et c'est des personnes, en fait, on s'en rend compte, elles sont hyper chassées de partout. Donc, Ils sont là ce soir. Voilà. Forcément, quand on travaille dans le digital, on peut être chassé plusieurs fois par semaine. Donc, effectivement, la demande est large. Donc, il faut savoir donner de quoi retenir. Et moi, je me rends compte qu'en fait, et aussi, on a eu des départs, etc. Et un des points qui revient clairement, c'est un besoin de sens et vraiment d'avoir des visions. Enfin, tu parlais de vision tout à l'heure, de stratégie, et vraiment de savoir pourquoi ils font les choses. Et ensuite de ça, il y a vraiment une notion aussi d'apprentissage permanent. De créer du challenge entre les gens. Oui, créer du challenge entre les gens, mais vraiment d'être nourri. Alors, je ne sais pas si les personnes qui aiment bien le digital sont un peu câblées différemment, mais en tous les cas, c'est des personnes qui n'ont pas peur de se remettre en question en permanence, pas peur d'être nourries et de se dire, bon, ce que j'ai fait là, finalement, c'est pas grave, il faut passer à autre chose, et qui ont vraiment... Donc, c'est une véritable force, mais cette force-là, ils ont besoin de l'entretenir. En fait. Mais ce que Sophie, tu m'avais dit, c'est que aussi c'est un domaine dans lequel les règles ne sont pas encore complètement écrites. Et la seule façon, quelque part, d'aller se former, c'est d'aller voir ce que font les autres. Parce que voilà, aujourd'hui, peut-être Facebook, qui commence à avoir quelques règles sur ce qui marche ou pas. Mais très souvent, c'est des outils qu'on nous a jetés comme ça, sans qu'on sache quoi faire avec. Et justement, je pense que la grosse transformation dans le recrutement des équipes, c'est d'assumer la diversité des profils. Alors, ça existait toujours, on disait toujours, il faut des gens un peu de lettres, un peu mathématiques et tout, mais là c'est beaucoup plus multidimensionnel. Et la capacité à recruter des équipes qui vont être capables d'avoir des ingénieurs très très pointus sur certains domaines de mathématiques par exemple, ou des gens plus créatifs ou des business schools, et faire en sorte qu'ensemble, puisqu'ils vont s'occuper d'un business challenge, et on va parler aussi de l'organisation, j'imagine, de façon très ciblée. Ça, c'est une nouvelle dynamique dans le recrutement. Il n'y a pas si longtemps, tu envoyais un CV si tu étais ingénieur, même en Suisse, j'ai un exemple vivide où ça s'est mal fini, mais où la personne était ingénieure, on l'a tout de suite véhiculé dans Product Supply. Qu'est-ce que c'est que cet aspect rigide et siloed to think about recruiting? I mean, c'était vraiment, alors que cette personne était un marketeur exceptionnel qui ne demandait qu'à une chose, c'est justement appliquer toute sa compréhension et tout son apprentissage avec des commerciaux, avec du product development, avec des choses. Et c'est là où il y a de la créativité et de l'innovation, parce que je cherche évidemment toujours l'output qui est de l'innovation, de surprendre un petit peu avec... Mais un bon collaborateur digital, c'est quoi? C'est une question d'âge? Non, enfin, et ça, on en a déjà discuté, parce que moi, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a vraiment, enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui a le bon état d'esprit. Et aujourd'hui, c'est un état d'esprit qui est prêt, comme je disais, à apprendre en permanence, à vraiment tout le temps mettre le consommateur au cœur, à réfléchir en faisant des petits projets plutôt que des gros machins. Et ça, en fait, dans toutes les personnes que j'ai vues, c'est vraiment pas une question d'âge, c'est vraiment une question de mindset. Et il y a des personnes très jeunes qui, par exemple, que j'ai pu voir, qui m'ont surprise d'être assez arc-boutées sur des méthodes, des trucs. C'est ceux qui arrivent à l'entretien d'embauche avec le gilet jaune, là. Non. Et ensuite de ça, j'ai pu voir des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui pourraient dire c'est ça la méthode et c'est ça qui marche. Je rejoins Sophie, les managers qui disent non, c'est comme ça et ça a toujours été comme ça, il faut fuir. Mais effectivement, il y a des personnes qui ont une expérience et qui savent constamment se remettre en question. C'est quoi un petit peu les petits secrets, parce que les deux vous recrutez beaucoup, en tout cas toi Sophie à l'époque, peut-être maintenant un peu moins, enfin maintenant tu recrutes des un autre genre. Un autre genre. C'est quoi les petits secrets pour reconnaître que quelqu'un va être un bon talent en digital? Quelles questions on pose? Comment on voit? C'est pas quelqu'un qui regarde son téléphone pendant l'entretien, quoi. Ça veut rien dire. Faire des belles photos Instagram, ça... Non. Enfin, je veux dire, c'est pas rébarbatif, mais c'est pas un driver, donc ça c'est sûr. Alors c'est quoi? Comment, s'il y a des gens là qui ont peut-être pas l'habitude de ces compétences, comment est-ce qu'ils peuvent reconnaître quelqu'un qui
qui a ce côté numérique dans son ADN? Moi, je dirais que c'est il y a deux choses. Il y a une forte curiosité et vraiment une appétence à aller découvrir des nouveaux sujets, à ne pas avoir peur d'aller creuser, à ne pas avoir peur de dire à un moment donné. Envie d'apprendre. Voilà, un marketeur qui disait il va falloir quand même que j'apprenne à parler avec de l'IT et parfois on ne se comprend pas bien, et que j'aille creuser pour comprendre, etc. Donc il y a vraiment cette capacité à apprendre. Et le sujet hyper fort, pour moi, c'est la collaboration. L'espèce de culture du super-héros qui va tout résoudre, en fait, ça ne marche plus du tout aujourd'hui. Tous les sujets sont tellement interconnectés les uns aux autres que... C'est ce que disait Sophie, c'est la culture du silo, en fait. Ça, c'est quelque chose et c'est une forme d'humilité, en fait. C'est de se dire, je ne vais pas tout résoudre, mais c'est, je trouve, des personnes assez humbles. Il y a le côté empathie, quoi, qui est capable de se dire que le client... l'avis du client est plus important que le pouvoir. On va venir justement sur ce côté organisationnel, on en a aussi beaucoup parlé, mais Sophie, ce que tu m'as dit, c'est au niveau du leadership, donc ça c'était ton deuxième point, donc les compétences, on vient d'en parler, les ressources humaines, le côté leadership, naviguer à travers les fonctions au niveau hiérarchique avec fluidité, un leader qui doit être très à l'aise et qui doit montrer quelque part l'exemple. Et donc tu disais en Israël, un des grands trucs que tu avais retenu, c'est ce côté qu'il n'y avait pas de hiérarchie, le côté très informel. Ah ouais. Alors comment ça fonctionne une organisation comme ça? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'idéal impossible? Et alors, comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, donner une direction s'il n'y a plus de hiérarchie, par exemple? Parce que la direction n'a rien à voir avec la hiérarchie. Donc ça, c'est évidemment, en Europe, c'est un peu provoquant. Mais oui, j'ai appris sur le tas qu'en fait, ce qui compte au final, c'est la capacité de voir ce que le futur va être. Alors, je ne dis pas que je suis boule de cristal, Madame Irma, même si je vois assez vite où on va. Donc, c'est d'être capable de visualiser un petit peu où on va. Donc, visualiser où on va, ça peut être résoudre un problème, ça peut être établir un business, peu importe ce que c'est, mais et d'être capable de trouver les compétences, la diversité des expériences pour construire des équipes petites, même dans une méga mouse boîte comme Procter qui avait 100 000 personnes, des petites équipes, ça je n'en démordrai pas, c'est la clé du succès. C'est beaucoup de petites équipes. C'est beaucoup de petites équipes qui, effectivement, ça peut créer le chaos si on n'est pas très vigilant sur la vision et ce qu'on essaye d'atteindre. Donc nous, quand on a monté le business en Israël, premier truc, un directeur général, il avait 3 tâches principales. C'était monter le business, il fallait être leader sur les catégories, donc parce que c'était du consumer goods, c'était le business model de la boîte. Il fallait deuxièmement être capable d'avoir une image suffisamment forte dans les universités pour recruter les bons profils et savoir les faire grandir. Et troisièmement, il fallait give back to the community you're in, donc redistribuer un petit peu dans la communauté. Alors nous, notre communauté en Israël, c'était les startups, donc c'était cet écosystème-là. Et donc en fait, le leader, à partir du moment où il est capable on était capable de définir ces 3 éléments-là et les quantifier, et d'amener les talents par petites équipes à délivrer ça, on était effectivement capable de naviguer la hiérarchie. Après, tu me dis, bon, mais s'il n'y a pas de hiérarchie, c'est un peu le chaos. C'est quoi ce truc? La force, c'est les résultats. Donc, en fait, il n'y a pas de chaos à partir du moment où on sait se concentrer sur quel est le business challenge à résoudre et comment on va s'y atteler pour le résoudre. Et à partir du moment où on est très très clair là-dessus, c'est ça la plus grosse difficulté pour le leader, c'est d'articuler matin, midi et soir de façon consistante, compréhensible et intelligible à tous les niveaux de l'organisation qui travaille avec lui, parce que oui, il y a des gens sous toi, mais moi j'ai plutôt une vision du leader intégré dans ses équipes. Son grand défi, ça va être d'être capable de s'immerser avec ses équipes pour qu'elles aient une clarté absolue. C'est la conscience partagée. D'objectifs, absolument. Et je me rappelle au début, on n'avait pas beaucoup de chiffres, on n'avait pas beaucoup de data, c'était un petit business. Moi, après, on a monté un truc très très solide et très successful. Et je disais aux équipes, ils me disaient, mais comment tu arrives finalement à nous donner tous les jours la vision et tout? J'ai survival mode. On va dans l'entrepôt, je vois les stocks, on va dans les magasins et on va voir les clients.
Et on fait quelques visites in-home, donc chez les consommateurs, pour voir un petit peu comment ça le sent. Ça, pour la personne qui m'a posé des questions sur qualitatif, c'était que du qualitatif, parce que je n'avais pas de batterie de data et tout ça. Mais ça permet de garder le pulse et la pression positive sur les objectifs à atteindre. Donc garder une très grande clarté sur ce qu'on essaie de faire ensemble. Absolument. Et pas forcément micromanager. Anne, toi, quand tu avais un mot qui revenait souvent, c'est le mot agilité. Et tu m'as dit un truc qui m'a beaucoup étonné. Tu m'as dit il ne faut pas chercher l'organisation digitale parfaite. Ça n'existe pas. Il faut lâcher prise sur la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça fait un moment que je travaille dans le digital, donc je pense que j'ai vu plein d'essais, de trucs, de machins, on va essayer ça, on va déplacer le digital, là, puis tel bout du digital, on va l'éclater, Bon, bref. À la fin, il n'y avait aucune organisation parfaite, elles avaient tous leurs défauts et leurs inconvénients. Et j'en reviens sur vraiment la capacité des gens à collaborer ensemble et aussi à la vision de savoir vraiment après qu'est-ce qu'on est en train d'aller chercher, quel impact on est en train d'aller chercher, et après de faire bosser les gens ensemble et de leur donner vraiment les moyens de bosser ensemble. Et ce que j'ai vu qui ne marche pas, c'est quand on met dans des équipes, on sépare, et puis après chacun a ses KPI un peu différents, un agenda un peu différent, franchement ça plante. Ça c'est le chaos, garanti. Sophie, garanti. Ouais. Sophie, tu m'avais dit, toi, on apprend en marchant, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est ça l'humilité. Anne parlait d'humilité. C'est le monde dans lequel on vit. Soit on est psychorigide et on pense que I know it all et voilà la méthode et that's it. Ou on a assez d'humilité et d'empathie pour dire, OK, il y a quelques fondamentaux, c'est le questionnement, ça je pense que c'est universel. Avoir les bonnes questions, c'est déjà 50% de la réponse. Mais après, c'est effectivement, il faut avoir le courage, parce que c'est assez audacieux, d'apprendre en marchant. Et un autre truc en parlant d'humilité, Anne, tu disais, il faut partir petit. Ouais. Et rapide. Il faut plutôt se dédier à des projets qui, s'ils sont amenés à foirer, il faut que ça aille assez vite, quoi. Donc il faut plutôt des petits objectifs. Oui, exactement. Et moi, j'ai aussi fait des expériences de gros projets, gros machines, et en fait, parfois à regret, de me dire non, mais on aurait mieux fait de commencer par des petits impacts et vraiment d'avoir en tête cette notion d'impact pour le consommateur ou pour les employés, quel que soit l'objectif du projet, de commencer petit, de montrer des succès et après de continuer. Parce que les gros projets, les grosses machines, c'est hyper coûteux, ça fatigue les équipes, ça démotive. C'est dangereux. Mais est-ce que du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas s'attaquer à des gros problèmes? Non, si, on peut s'attaquer à des gros problèmes, mais en mettant un pied après l'autre, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Donc en même temps, on donne une vision très ambitieuse, c'est ça. Et en même temps, on donne le prochain pas. La clé du succès, c'est la clarté de la vision. Je pense que, honnêtement, évidemment, il faut de l'action. Et l'action, c'est les petits projets. Mais le rôle du leader, c'est de garder cette cohérence stratégique sur la vision et d'être capable d'emmener tout le monde avec chacun son rythme et les outils vers cette vision en étant toujours, moi c'est ma philosophie et Anne aussi, c'est en étant toujours derrière les équipes. Moi je leur disais toujours, you can fail, that's okay, nothing will happen. Planter, c'est okay. On peut se planter, au contraire c'est rien. Et le rôle du leader, c'est de ne pas se faire planter, évidemment, sur un truc qui a un impact dans l'entreprise, qui va faire fermer la boîte. Ça, évidemment, ça c'est toujours pas le bon leader, il faut changer. Mais le rôle du leader, c'est de savoir aussi ajuster. C'est dangereux un rôle de leader dans ta tête. Le leader se fait assez vite dézinguer. Il faut assumer ce qu'on est, bien sûr. Mais c'est ça, la clarté de la vision pour gros projets, bien sûr, qui sont transformationnels, mais qui sont que des petites pièces à chaque fois, des petites pièces. C'est intéressant, c'est d'avoir une vision très ambitieuse, mais de donner aux gens quelque chose d'un peu quotidien, d'un peu accessible. Un dernier point, Sophie, dont tu m'as parlé, c'est l'ambidextrie. Alors, il y a cette idée que dans une organisation, soit on va se dédier au fait de la moderniser, de la faire avancer, soit on va se dédier au quotidien et qu'on ne peut pas faire les deux. Et toi, tu penses qu'on peut faire les deux? Moi, pendant presque 20 ans, j'ai fait les deux. Alors, j'ai appris en marchant, je pense que le mot, je l'ai appris très récemment. Je l'ai appris d'abord en anglais. Effectivement, quand j'ai monté le business en Israël pour Procter,
C'était de rien, on est parti de rien, mais il fallait délivrer des KPI, donc vendre des caisses de déterge, il fallait vendre des shampoings. On ne peut pas s'arrêter de faire ça sous prétexte qu'on veut… Mais pas du tout, c'est la condition sine qua non, ce n'est pas suffisant pour être un business reconnu à fort succès, mais c'est nécessaire. On n'ouvre pas la bouche, on n'a pas un siège autour de la table. Comme je leur disais toujours, si on n'a pas les chiffres qui tombent tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Donc ça c'est indispensable et je pense que c'est Mais comment on fait, Sophie, concrètement? C'est-à-dire que toi, en tant que patronne de ce truc-là, tu te consacrais en même temps à faire tourner la boîte et en même temps à préparer l'avenir, ou est-ce que c'était deux équipes différentes? D'abord, on était trop petits, donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir… Vous étiez que 100 000 chez Procter, c'était… on était tout petits, donc on ne pouvait pas avoir 36 équipes à faire 36 trucs. Donc effectivement, j'avais des équipes, et là, c'est encore l'empathie, connaître les gens qui travaillent avec toi, leurs forces et leurs passions. Et tu vas donner à des groupes de gens le job, ce qu'on appelait le day job, et le night job, c'est la passion. Et la passion, souvent, c'est dans la transformation ou les choses, what is extra. Et ça, tu l'organises. La même personne avait deux responsabilités, une responsabilité du présent. Certaines, oui. Quand on a créé le centre d'innovation, qui était le premier centre Procter avec des startups, donc de créer, aujourd'hui on parle beaucoup d'open écosystème, donc à l'époque, il y a 10 ans, c'était très précurseur, alors pour une grande conso encore plus. La première fois qu'on a créé ça, bon, on avait le soutien de notre CEO, donc ça c'était magnifique, mais à part ça, il fallait quand même prouver le point. Pour prouver le point, je n'allais pas recruter 25 personnes en disant oh oui, t'inquiète pas, ça viendra dans 10 ans. Non. Donc on l'a fait tous un peu en marchant, et c'est pour ça qu'on appelait toujours le day job et le night job en fonction des différentes compétences de chacun. Maintenant, point capital dans l'ambidextrie, c'est là encore, c'est la vision, c'est le rôle de l'équipe dirigeante ou du leader ou de l'équipe dirigeante, c'est de garder le cap. Parce qu'effectivement, de temps en temps, ça peut un peu débalancer, et c'est d'être capable de faire en sorte qu'au prix d'avancer sur un des legs, on ne va pas abandonner l'autre. Mais Anne, il y a derrière un thème un peu sous-jacent qui est le thème de la résistance. Donc tu as dit, il faut un peu gagner ses galons, il faut gagner sa légitimité, et on ne peut pas arrêter de gagner de l'argent pour le présent sous prétexte qu'on prépare l'avenir. Sur ce thème de cette résistance, c'est quoi les choses que toi tu as trouvées pour aller convaincre comme ça du top management qu'il faut investir dans l'innovation? D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu beaucoup de résistance, par exemple, quand tu arrives avec des nouvelles idées? En fait, ça dépend où. Ça dépend des jobs que j'ai eus. Quand j'étais chez Procter aussi, j'en ai vu. Enfin, ça dépend vraiment. Et moi, je me suis rendu compte, encore une fois, le one-man show, ça ne marche pas forcément. Et du coup, d'aller parfois tout seul. Et c'est aussi, par exemple, quand il y a des dirigeants plus réfractaires, mais de mettre au contact de l'écosystème, de faire rencontrer d'autres entreprises, etc., de rassurer dans c'est possible de le faire, ça va bien se passer, pas de panique. Les amener dans la Silicon Valley, voilà, ce genre leur acheter un iPad. Voilà, mais ça. Les grands classiques. Non, mais du coup, il y a vraiment… Leur acheter un mulot. Non, mais il y a vraiment quelque chose de rassuré, et je pense que aussi pour les personnes qui travaillent dans le digital, et ça je m'en rends de plus en plus compte, il y a vraiment un rôle aussi, et toujours ça revient à cette humilité, de savoir expliquer les choses avec des mots simples. C'est très facile quand on travaille dans le digital de sortir quelques mots-clés qui claquent un peu et de ne pas se faire comprendre et de vouloir épater la galerie, et en fait non, et il faut vraiment, et par moments, enfin moi je me rends compte par moments, ça peut être fatigant de réexpliquer, etc. Mais il faut vraiment le faire tout le temps pour pouvoir embarquer tout le monde.